C'est avec beaucoup d'intérêt en fait que j'ai accepté d'être parrain de cette manifestation, 25e année d'existence, le convoi pour la réparation. Et pour une raison assez simple, substantiellement, demander réparation dans le cas d'espèce, nous le savons, c'est reconnaître d'une part que ceux qui ont subi le statut d'esclave, de meubles, sont des êtres humains, et que ceux qui les ont fait subir la pratique qui renvoie à cette soumission au statut d'esclave, de meuble, sont responsables des effets et par conséquent doivent réparer. Et donc, ultimement, c'est là où je veux en venir, ça veut dire que ces hommes et ces femmes qui ont subi ces statuts doivent être, sur le plan institutionnel, sur le plan sociétal, sur le plan social, être reconnus pour ce qu'ils sont, des êtres humains. Et c'est à partir du moment où ils sont reconnus comme étant des êtres humains que, en effet, la réparation advient, est rendue possible. S'il n'y a pas cette reconnaissance, il ne peut pas avoir de réparation. Et notre expérience aujourd'hui en tant qu'avocat du MIR et d'autres descendants des esclavagés, le cas de procédure en fait pour la réparation contre l'État français, nous sommes confrontés à ce refus sur le plan sociétal, sur le plan institutionnel de l'État français de reconnaître la qualité d'être humain de ces hommes et de ces femmes, et par conséquent de leurs descendants. Il faut bien comprendre la portée en fait de ce refus de l'État français de réparer. Donc il y a un discours qui est tenu, qu'on peut qualifier de moral, il y a une pratique institutionnelle qui est tout à fait autre. Et c'est pour cette raison que ce convoi reste totalement justifié. Cette demande de réparation, cette mobilisation, est manifestement bien fondée. Alors je dis ça parce que le sujet en question, l'institutionnalisation de la société martiniquaise, ça c'est le thème général, et pour moi, c'est la société martiniquaise face à elle-même. Le thème général comme le sujet que je vais développer renvoie à cela. Si nos ancêtres qui ont été esclavagés, ces hommes et ces femmes, sont des êtres humains, ils ne peuvent pas ne pas avoir une société. Nous allons voir en fait, de manière plus étayée, c'est quoi une société. Mais pas seulement ça, c'est aussi considérer que leurs descendants n'ont pas de société. Ce que signifie ultimement que nous ne sommes pas perçus et considérés, traités comme étant des êtres humains à travers
ce regard, qui conteste l'existence de notre société. Et donc, pour nous permettre en fait de comprendre comment et pourquoi en fait certains et certaines peuvent être convaincus que nous n'avons pas de société, eh bien, pour ça, nous allons revenir sur cette trame esclavagiste. Nous allons revenir à cette histoire et, de manière suffisamment étayée, exposer ces raisons. Je commencerai par citer un prêtre blanc, l'abbé du Goujon, et qui, en pleine société esclavagiste, a commis des écrits. Il était préfet apostolique de la Guadeloupe, et dans ses lettres sur l'esclavage dans les colonies françaises, voilà ce qu'il dit. De son côté, le maître, dans la crainte que la volonté de l'homme chose ne lui échappe et ne devienne indocile à ses caprices, a soin de l'enchaîner vers les terreurs par l'ignorance et l'aboutissement. Il fait en sorte qu'aucun rayon de lumière ne puisse arriver à son intelligence. Il lui interdit jusqu'à la connaissance de la religion. Il ne veut pas qu'il sache qu'il est homme et connaisse sa dignité comme enfant de Dieu, comme frère de Jésus-Christ. Sa machine humaine pourrait devenir moins obéissante. Fin de citation. Homme-chose. C'est la condition qui expliquerait, permet de comprendre en fait que certaines peuvent percevoir nos ancêtres comme nous-mêmes, comme n'ayant pas de société. C'est la condition. Il faut que cette perception nous déshumanise. Vous avez entendu? De son côté, le maître, dans la crainte que la volonté de l'homme chose ne lui échappe, il ne devienne docile à son caprice, à ses caprices. Volonté qui lui échappe. Et c'est là que les choses se jouent. Est-ce que nos ancêtres, en fait, avaient une volonté propre? Est-ce que nos ancêtres ont affirmé une volonté qui échappe à la volonté du maître? À ce moment-là, alors, nous devons considérer qu'il s'agit d'un homme-chose. Il s'agit d'un être humain tout court. Mais comment certains d'entre nous, arrivent en fait, sont arrivés à considérer que nous n'avons pas de société, que nos ancêtres n'ont pas de société, que nous n'avons pas hérité d'eux de société. L'abbé du Goujon nous en dit déjà, mais le colon nous l'a dit. Comment? En étant créolisé. C'est le terme en fait du colon. Et il nous donne sa définition, et ça correspond à ce que l'abbé du Goujon nous dit. Adopter les goûts et les habitudes du colon. Adopter les goûts et les habitudes du colon. Partager sa vision. Et donc, dès lors, en fait, soumettre son raisonnement, que certains qualifient en fait de scientifique, qui ne l'est pas en réalité. Soumettre son raisonnement à la perception, aux exigences, à la rationalité du colon. Nous ne sommes pas dans la science.
créoliser, adopter les bonnes habitudes du colon, et puisque il est important en fait de rester dans l'objectivité scientifique, il y a des historiens qui ont fait un certain travail sérieux, nous permettant en fait d'être suffisamment éclairés sur ce dont je parle. Et là, par exemple, je vais vous citer Florence Gauthier, qui en 2007 fait sortir un ouvrage qu'elle intitule L'aristocratie de l'épidémie, le combat de la société des citoyens de couleur, 1789-1791. Et donc, ouvrage édité par le CNRS. Et voilà ce qu'il nous dit. Parce que, pour comprendre en fait cette perception qui voit à travers nous, à travers nos ancêtres, des choses, il faut aller dans les archives, il faut étudier ces sociétés-là, il faut étudier leurs méthodes. Et voilà ce qu'il nous dit, je cite. Les esclaves formaient deux groupes distincts, selon la division du travail sur la plantation sucrière. Les captifs, fraîchement débarqués d'Afrique, appelés bossards, travaillaient au champ. Les conditions de travail y étaient très dures, mais les maîtres laissaient une certaine autonomie aux bossards, et à quelle fin? Pour permettre la réalisation du processus de créolisation, qui consistait à transformer les captifs libres jusqu'à leur capture en esclaves travailleurs. Ce qui n'était pas simple. Ce processus de créolisation est tout à la fois un processus de désocialisation, de dépersonnalisation, de désexualisation, de décivilisation des captifs. J'insiste là-dessus. Déciviliser, c'est faire perdre une vision claire en fait de l'humanité. C'est de déciviliser en fait qui commet ce que nous nommons l'esclavage dans le cas d'espèce. Donc de décivilisation des captifs et un apprentissage des rapports maître-esclave, du travail contraint, de la langue dite créole entre guillemets, parce que c'est le colon, elle le sait, les archives nous permettent en fait de constater que c'est une langue créée par nos ancêtres, mais dont les colons en fait, que les colons considèrent que comme ceux qui l'ont produit, est sa propriété, donc a posé son nom comme en 1848, posait des noms, donnait des noms à nos ancêtres, en fait, comme vous le savez, c'est son bien. Et donc, du travail contraint, de la langue des créoles, ainsi que des formes culturelles encouragées, sélectionnées par les maîtres. Voilà en fait le processus de créolisation. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que nous allons devoir, c'est ce que je souhaite partager avec vous, eh bien, regarder le monde, nous regarder à travers, non pas le regard en fait du créolisé ou de la créolisée, mais de l'être humain qui regarde l'être humain. Qui regarde l'être humain se décider, être confronté à une situation très particulière qui est le système esclavagiste, la société esclavagiste, et voir l'être humain se dépêtrer pour se sortir en fait de cette situation, s'opposant à la volonté du colon. Alors, nous allons maintenant, cela dit en introduction, n'épousons donc pas la vision du déni d'humanité. Eh bien, nous allons pouvoir maintenant aborder les choses plus en profondeur. D'abord, il faut que vous sachiez en fait que ce dont on parle, l'émergence d'une société,
il y a une science en fait qui s'occupe en particulier de ça, qui est l'anthropologie. Et qui vise en fait à saisir en fait ce qui appartient à tous les humains, substantiellement. Et là, je vais vous lire en fait un anthropologue. Et donc, je disais que l'anthropologie juridique, et là, c'est moi-même que je cite pour l'instant, je vais arriver en fait à l'anthropologue dans un instant, mais l'anthropologie juridique a depuis longtemps confirmé que les hommes et les femmes qui vivent et subsistent ensemble sont irrésistiblement créatures de droit ou de règles sociales. Que les hommes et les femmes qui demeurent ensemble créent en effet nécessairement du droit aux règles sociales. Que ce processus qui est à l'œuvre dans toute société humaine est un phénomène inévitable, une dimension invincible, parce que propre à notre nature humaine même. L'anthropologie juridique nous fait également constater que la population concernée va, au fur et à mesure, élaborer et organiser cette production juridique en un véritable système juridique qui constituera dès lors et se consacrera en même temps son propre prolongement, c'est-à-dire l'avènement enfin de cette population prise en tant que collectif à l'existence juridique. L'activité consistant à créer du droit propre et par conséquent une dimension sociale fondamentale des êtres humains qui ne peuvent en effet sans elle faire société, c'est-à-dire se socialiser tout simplement, c'est-à-dire faire solidarité. Et là je cite un anthropologue et qui nous dit: le phénomène juridique premier est la coutume, dont le caractère social est le plus manifeste en raison de sa formation spontanée. La loi apparaît moins directement comme un fait social parce qu'elle est œuvre volontaire, mais son objectif doit être de lire dans les faits sociaux les règles qu'elle doit consacrer, au besoin en les aménageant. Il en va de même de la jurisprudence. L'activité du législateur et du juge est à son tour un phénomène social justiciable des mêmes méthodes que le droit spontané. Il résulte de la pression sociale sur la conscience des législateurs ou juges. On doit donc y retrouver l'expression de la conscience collective. Le droit étant le produit de la conscience collective est lié à la société, en ce double sens que tout droit est engendré par la société, mais aussi, même donc, avoir le phénomène juridique dans les règles d'organisation de tout groupement humain, qu'il s'agisse de la plus modeste association, aussi bien que du plus puissant État ou de la communauté internationale. Fin de citation. Donc une population s'institutionnalise donc collectivement en érigeant un système juridique des régularités comportementales, productrices de pratiques et de sens, nées au sein de sa propre société, dont le prolongement naturel est sa propre créativité juridique, avec évidemment une proportion nécessaire d'adaptation à son environnement. Alors, cette conscience collective à l'origine, vous avez bien vu en fait la cohérence d'une conscience collective, c'est-à-dire qu'en fait, les êtres humains qui partagent en fait les mêmes visions, même expérience, même conviction et qui, finalement, ont traduit en acte la réalisation de cette même vision. Alors, pour comprendre, puisqu'on parle de conscience collective, il convient en fait, dès lors en fait, d'aller saisir en fait, cette conscience collective à l'origine de la société dont on parle, la société martiniquaise.
Et pour ça, nous allons faire un peu d'histoire. Voilà des hommes et des femmes qui sont en Afrique et qui, le beau jour, voient débarquer des hommes et des femmes issus de l'Europe, surtout des hommes au commencement, et qui prétendent en fait les insérer dans une autre société, les arracher de leur société et les insérer dans une autre société, qui est la société française en l'occurrence nous concerne. Et ils ne viennent pas comme ça. Ils viennent pour réaliser une idée qu'ils ont. Et cette idée est déjà organisée en droit, à savoir en fait qu'ils veulent insérer ces hommes et ces femmes dans une société qualifiée d'esclavagiste, coloniale esclavagiste, et où la destinée pour préparer pour ces hommes et ces femmes est d'épouser des identités qui sont identités esclaves, meubles, et à un moment donné, affranchis. Donc vous avez bien vu en fait que ces Européens, lorsqu'ils arrivent, ils ont déjà produit un droit, une organisation sociale, et qui va prendre le nom, à un moment donné, de Code noir, pris dans le sens général. Il y a le Code noir, en fait, 1685, et puis l'autre Code noir français, le cadre français, 1724, si je me rappelle bien. Et donc, ils ont déjà préparé tout un ordre, toute une organisation juridique. Et donc, comprenez bien, il s'agit d'une déportation. Nous connaissons la déportation, nous considérons la déportation géographique d'un lieu à un autre. Mais nous ne faisons pas assez attention à la déportation d'une société, la leur, les dites victimes, nos ancêtres, à une autre société, qui est la société esclavagiste, la société française. Cette déportation-là, c'est elle qui est déterminante. Parce qu'on aurait pu en fait les emmener dans une autre sur notre espace géographique, et où en fait ils ne seraient pas esclaves, etc. Voilà, on aurait pu être autre chose. Hein. Mais là, en l'occurrence, en fait, cette déportation est très particulière. Et donc, voilà, il y a cette déportation dans notre société. Et il est important de comprendre ça. Et dans cette société, cette autre société, ces hommes et ces femmes, en fait, qui sont arrachés d'Afrique, mais qui, j'insiste là-dessus, puisque nous parlons de société, nous parlons de règles de droit par conséquent, nous parlons de règles sociales. Saisissez bien en fait que l'insertion dans cette société ne se fait pas lorsqu'ils sont arrivés en Martinique, se fait dès le territoire africain. C'est sur le territoire africain qu'ils y tiennent. Et dès lors, en fait, nous sommes déjà dans la réalisation de la pratique de nos règles de droit. Ce sont des esclaves. Ils doivent être capturés. Ils doivent être insérés de force. Et après, on va les emmener ailleurs. Mais rappelons d'ailleurs que certains, au Sénégal, par exemple, ils vont mettre l'esclavage au Sénégal, par exemple. Voilà. Sans compter, je parle de l'Italie. Bon, bref. Donc, et à l'intérieur de cette matrice sociale, dans laquelle, en fait, je le disais, ils ont été insérés dès le territoire africain. D'ailleurs, il y a des maisons d'esclaves énormes, en fait, au Togo, où justement, ils ont fait visiter une maison des esclaves, en fait. D'ailleurs, l'invitation a été faite de ne pas dire esclave, mais esclavager ou autre chose, mais voilà. Bon. Donc, c'est pour dire, en fait, que sur place même, déjà. Et donc, après, ils les ont mis dans des bateaux, ils les ont emmenés, en fait, en Martinique. Ces gens, en fait, se demandent, mais c'est violent, c'est par la violence qu'ils sont insérés dans ça. Mais bon, et ils vont découvrir, en fait, au fur et à mesure, ce qui les attend. Vous
cette société elle est organisée, elle est cohérente dans son projet. Il y a, elle a son fondement, c'est-à-dire ceux qui sont, ces hommes et ces femmes qui sont à sa base, cette société esclavagiste. Elle a sa finalité, qui est en fait d'exploiter ces hommes et ces femmes, cette société esclavagiste. Et puis, elle a sa structure, c'est-à-dire ses règles de droit, ses actions, les relations qui sont là, et qui permettent en fait cette mise en relation, qui permettent cette cohérence sociétale esclavagiste, et qui permettent de réaliser cette finalité d'exploitation. Et à l'intérieur de tout ça, dans cette relation-là, il est prévu en fait que cette relation se fasse à travers des statuts particuliers, qui sont les statuts de meubles, d'esclaves et d'affranchis. Ce n'est pas la volonté en fait de ces hommes et de ces femmes en fait arrachés de la foule. C'est la volonté, c'est l'idée réalisée de fondement de cette société, c'est-à-dire que ces hommes à l'origine en fait de cette société-là. Et maintenant, puisque notre sujet c'est la société martiniquaise, il est bon en fait de comprendre, de révéler en fait, de relever ce qui caractérise ces statuts-là. Les statuts que le fondateur, le fondement de cette société esclavagiste en fait, ont réservé à ces hommes. Il y a les trois statuts. Meuble, esclave, affranchi, se caractérise par ce qu'on appelle en droit l'incapacité de jouir du droit de faire du droit, l'incapacité de jouir du droit de faire des règles sociales. C'est-à-dire, en fait, c'est le statut d'homme-chose. Et en effet, l'esclave n'a pas le droit de faire du droit, donc le meuble, vous comprenez bien en fait que voilà, et l'affranchi, il s'assimile comme l'esclave. L'assimilation consiste en fait à adopter les goûts et habitudes du colon, la colonisation. Donc ils sont tous destinés à être assimilés au lieu et place en fait imposés par le fondement de cette société, que sont ces hommes et ces femmes européens. Et donc, alors, évidemment, c'est une technicité. Cette société esclavagiste, en fait, le législateur, en fait, qu'il a élaboré, ça veut dire qu'il maîtrise un certain savoir, un certain savoir-faire, notamment sur le plan du droit, mais aussi, nous l'avons vu, prioriser, adopter les goûts des actes de colons. Aussi, une manière, une certaine maîtrise de la manipulation mentale. Mais revenons sur le plan du droit. Quel est l'instrument? Puisque ni l'esclave, ni le meuble, ni l'affranchi ne sont des êtres humains. Ne correspondent pas à l'identité. L'identité, ce n'est pas une autre chose. Sa volonté, elle existe. Il ne peut pas échapper à sa nature. Et donc, c'est ce qu'on appelle en droit la fiction juridique. C'est un outil, une technique. La fiction juridique consiste en fait, voilà, j'ai besoin en fait atteindre tel objectif, bon, j'ai besoin de tel moyen. Bon, tu es un être humain, bon, d'accord, mais bon, moi j'ai besoin d'un être qui obéit et qui fait ce que je veux. Donc, parmi la panoplie d'identité, chez l'esclave correspond, d'autant plus qu'ils avaient cette expérience depuis l'Antiquité, la Rome antique, la Grèce antique, en fait, d'ailleurs, l'État français va s'inspirer de la Rome antique. Donc voilà, on va récupérer ces statuts esclaves, voilà. Vous comprenez bien qu'en fait, tous ces statuts qui sont des statuts qui relèvent, donc c'est un système de déni d'humanité. L'identité humaine est absente de cette institution. C'est une société fondée sur la hiérarchie sociale, donc il y a les supérieurs et les inférieurs. Il n'y a pas d'humain. L'inscription de l'identité humaine dans une société implique la disparition de la hiérarchisation des êtres. L'un exclut l'autre. La société de déni d'humanité est exclusive de la société du respect de la dignité humaine, de la qualité d'être humaine, de l'identité humaine. Et donc, à ce stade, voilà, on les institue comme chose. Bon. Là, nous avons vu cette organisation-là, et évidemment, ces hommes et ces femmes ne veulent pas être qui ils ne sont pas,
et ils ne pourraient non plus être qui ils ne sont pas. Et donc ils réagissent, ils ne peuvent pas échapper à leur nature humaine. Et donc ils s'opposent à ça. C'est de la souffrance, c'est de la violence. Et ils s'adaptent. Et ils se retrouvent en fait à devoir négocier leur humanité. C'est-à-dire, bon, d'accord. Mais avec une finalité claire, en fait, évidemment, qui est de s'échapper de ça. Et tout à l'heure, en fait, je disais justement qu'il fallait saisir cette conscience collective. Mais cette conscience collective, elle est évidente. Ces hommes et ces femmes, en fait, spontanément, vivent la même expérience. Et très rapidement, ils comprennent, en fait, qu'ils sont les raisons pour lesquelles, en fait, ils sont là. Et donc, dès lors, ils vont se retrouver, en fait, à partager une même finalité. Affirmer leur qualité d'être humain, sortir, en fait, de cette société. Lorsqu'ils se retrouvent insérés dans cette société, ils n'ont pas l'ambition de l'indépendance, le concept d'indépendance, ni d'autonomie. Ils veulent, en fait, cet enfer-là, ils veulent sortir, retrouver, en fait, leur propre société. Et peut-être dans le débat, nous allons voir à quel moment apparaît, en fait, ce détournement vers cette idée d'indépendance ou d'autonomie qui apparaît, mais qui ne sont pas les idées et la finalité, l'objectif de ces hommes et de ces femmes initialement. Ce qu'ils veulent, c'est sortir de ça. Et donc, il est important de comprendre, en fait, ce cheminement. Et donc, je disais, donc, l'émergence de cette conscience collective partage la même expérience. Et cette conscience collective va se traduire, et nous le savons, par la mise en œuvre, le développement d'une relation, de la relation, de l'action qui affirme cette humanité. Ça se traduit par le marronnage, ça se traduit par la révolte. La révolte, on est déjà dans une réalité collective explicite. Mais la conscience collective déjà demeure. Ils sont déjà connectés. Ils voient bien que c'est eux qui sont concernés. Et ils comprennent. Et d'ailleurs, le colon, la société, l'autre société, la société esclavagiste, en fait, qui les a arrachés de leur société, le fondement de cette société, ceux qui sont tenants de cette société, l'expriment, le disent. Et donc voilà l'émergence de cette conscience. C'est bien. Et oui, la première évidence, c'est que cette perception que l'on peut qualifier de morale, c'est inacceptable, c'est mauvais, c'est de la méchanceté. Ils perçoivent ça. Et ce qu'ils perçoivent comme étant bien, c'est justement l'affirmation de contester ça et l'affirmation en fait de leur humanité. Alors, j'arrive en fait à ce moment-là à vous donner les éléments constitutifs d'une société, définir cette conscience qui émerge, parce que vous avez bien compris qu'en fait que cette intériorité partagée qui prend par l'être humain face à une telle violence, cette aspiration en fait de se libérer de cette emprise, eh bien, vous comprenez que cette intériorité doit se traduire en acte. Ça doit être extériorisé. Et c'est là que va émerger, en fait, justement, l'évidence de l'existence de cette société-là. Ce ne sont pas des autres choses. Ce sont des êtres humains. Et donc, une société a trois éléments principaux. Un fondement, constitué par l'ensemble des êtres humains qui vont la créer, les hommes, bien sûr, sans comment en fait cette conscience collective, cette volonté collective de briser les chaînes, de faire disparaître cette société pourrait émerger s'il n'y avait pas en fait des êtres humains là pour pouvoir en fait contrainte, bien entendu, dans ces situations de contrainte, expérimenter cette situation. Et ce sont nos ancêtres qui expérimentent cette situation, pas eux en face. Ce sont nos ancêtres. Donc cette intériorité-là n'est pas partagée. Cette intériorité est intime.
Celui qui dit en fait ne violente pas n'est pas celui en fait qui est violenté. Il est très important en fait de bien distinguer en fait l'émergence de cette conscience collective qui est propre, strictement propre en fait à nos ancêtres. C'est leur intériorité qu'ils vont exprimer. Et donc un fondement que l'ensemble des êtres humains qui l'ont créé et leurs héritiers descendants, génération en génération. Une finalité, ce qu'ils ont créé, ils ont traduit en acte. Une finalité, et cette finalité, c'est ce pourquoi en fait ils ont fait société, ce pourquoi en fait cette conscience collective est apparue. Cette finalité, évidemment, elle est évidente. C'est affirmer, défendre, affirmer notre qualité d'être humain, refuser en fait cette société, s'opposer à elle. Et puis, bien entendu, il faut ça signifie en fait qu'il faut une structure, c'est-à-dire une relation, une action. Toute action est une relation. Et donc, il y a une mise en relation entre eux, ça va se traduire notamment par des révoltes par-ci, par-là, etc. Nous allons revenir tout à l'heure à mai 1848. Et donc, un fondement, une finalité, une structure. Mais cette structure, cette relation, cette action, elle est par nature opposée. Opposée à la relation, à l'action de l'autre société. Par nature. Et vous comprenez en fait pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. Parce que nous sommes en fait les héritiers de cette société-là. C'est nous qui portons cette intériorité, c'est nous qui l'affirmons. C'est nous qui l'organisons. C'est nous qui révoltons, nous nous révoltons contre quoi? Contre cette autre société, cette autre volonté. Et donc, oui. Et je ne vais pas entrer dans d'autres détails, mais un fondement, une structure et une finalité. Alors, pour encore mieux comprendre ça, nous allons voir ça à travers deux concepts, le concept de légitimité et d'autorité. L'autorité, en fait, c'est le pouvoir de commander, d'obtenir obéissance. Mais il n'y a pas d'autorité sans légitimité. Et donc la question que je vous pose, que nous devons nous poser, est-ce qu'il était légitime pour nos ancêtres de s'opposer à cet esclavagisme, à la volonté des colons? Est-ce qu'il était légitime pour nos ancêtres et les générations qui ont suivi, première génération, etc., de défendre et d'affirmer leur qualité d'être humain? Oui, c'est une évidence. Donc, il était légitime, en fait, qu'il déploie la structure nécessaire, la relation nécessaire, les actions nécessaires qui permettent qu'aujourd'hui, le convoi, le mire, soit une expression, une manifestation de l'existence de cette société-là. Ce n'est pas l'autre, en fait, qui organise ça. C'est nous. C'est pas l'autre en fait qui se trouve en fait devant les tribunaux où il y a des blancs en face, c'est nous qui devons en fait défendre ça. C'est pas l'autre en fait qui arrive à cacher ces contradictions. À savoir, nous n'avons pas de société, nous n'avons pas de droit. Et en même temps, rappelez-vous la réparation des tribunaux. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé? De prouver en fait que nous faisons partie d'une communauté politique bien précise, qui est la communauté des affranchis. Il faut jusqu'à présent d'ailleurs qu'on prouve en fait qu'on est de cette communauté-là, qu'on est de cette société-là. Que
nous partageons cette conscience collective, cette volonté qui s'exprime à travers, en fait, ceux, notamment, pas les seuls, mais là, ceux qui viennent, qui se mettent demandeurs ou demanderesses pour demander réparation. C'est la manifestation de l'intériorité partagée depuis nos ancêtres jusqu'à nous. C'est cette structure qui constitue notre société, cette relation, cette action. Et il convient en fait de la garder en tête, parce que c'est par elle, parce que c'est elle qui est l'esprit actif de l'être humain que nous sommes. Parce que c'est elle qui nous restitue le sens du bel, le sens de tous les sous-systèmes, les sous-productions produites par le système général de la société. Ces outils, parce que si on ne maintient pas la correspondance entre la superstructure qui est la société, notre superstructure et puis ces productions, ces outils visant à affirmer notre qualité d'être humain, eh bien, c'est ce que communément on appelle folklorisé. Ça devient folklore dans l'autre société. Ça ne répond plus à sa finalité, c'est là, mais ce n'est pas pour permettre en fait cette affirmation de notre existence en tant que société. Parce que si tous les Martiniquais et Martiniquaises, tous ces descendants de nos ancêtres, porteurs de cette intériorité, si tous disparaissent, il n'y a plus de société. Il n'y a plus en fait de ça. Donc on voit bien en fait que la société martiniquaise, c'est nous-mêmes. Il faut en avoir conscience, c'est nous. Nous sommes en fait cette conscience collective, cette intériorité traduite en acte, et qui refuse, en développant différentes stratégies, comme on peut pour certains, ou comme d'autres peuvent. Dans tous les cas, il n'y a pas de renoncement. C'est impossible de ne pas renoncer à notre humanité. On peut accepter de négocier, en fait, dire, bon, voilà, mais on ne peut pas y renoncer. Et ça nous permet de distinguer deux choses, rapidement, même si on pourra en dire plus. C'est vrai que le curiosité, en fait, a tendance, dès lors, sans s'en rendre compte, non point à défendre l'être humain, mais à défendre le confort de l'être humain. Ça s'appelle, en fait, c'est une forme de corruption. C'est le confort, bon, d'accord, moi c'est un chien mari, mais bon, on va vraiment manger. Donc il faut comprendre, en fait, tout ça pour finalement comprendre, en fait, que non, c'est en affirmant son humanité qu'on obtient le confort humain, propre à lui-même. Et ça ne peut pas échapper à l'être humain. Mais ça peut échapper au créolisé qui, au lieu de s'identifier à son identité d'être humain, de monde, s'identifie à l'identité fictive et à tout prix veut réaliser l'affranchissement. Ça s'appelle l'assimilation, adopter l'égoïsation du colon. Alors, puisque nous avons vu ceci, je reviens quand même sur cette notion de légitimité, d'autorité, pour être un peu plus complet, pour insister sur le fait que si la réponse à la question est-ce qu'il était légitime pour ces colons, pour ces hommes et ces femmes venus de France, d'Europe, est-ce qu'il était légitime pour ces gens en fait réduire en esclavage en fait nos ancêtres? Et la réponse est non, ce n'est pas légitime. Donc il n'y a pas d'autorité. Et là où il n'y a pas d'autorité, eh bien, il y a un substitut qui est la violence. Et c'est parce qu'ils savaient, dès le départ, en fait, qu'ils ne pouvaient pas avoir en fait légitimité, donc ils ne pouvaient pas avoir volonté, acceptation, ils ne pouvaient pas avoir obéissance, qu'ils ont consubstantiellement organisé cette société-là sur la violence. Et donc, oui,
appréhender ces deux sociétés de manière schématique, comme telles. D'un côté, la société de nos ancêtres, notre société, c'est une communauté politique. Et la politique consiste dès lors, en fait, à réaliser la finalité, à travers la structure, à travers la relation, à imposer la relation humaine à tous et à toutes, de façon à ce qu'on soit socialisé non point comme des affranchis, des esclaves ou autres, mais comme des êtres humains. De la même manière, en fait, qu'il y a une connaissance, un savoir qui permet la réalisation de la société, la hiérarchisation des êtres, en utilisant l'outil de la fiction juridique, de la manière, il y a un savoir qui permet en fait la réalisation de la société tout le monde. Et en l'occurrence, nous pratiquons cette société, c'est la nôtre, nous nous battons pour elle, mais nous ne sommes pas suffisamment attentifs à son existence, à son fondement, à sa finalité, à sa structure. Donc, cette communication vise à attirer notre attention sur cela et comprendre en fait que tout le temps on n'entrera pas dans la maîtrise en fait de sociétés, eh bien on sera toujours en fait dans une sorte de confusion, de négociation, etc., et de perdition finalement. Alors, maintenant, juste parce que c'est d'actualité, j'arrive en fait à cette traduction. Je vous ai dit tout à l'heure en fait que nous n'avons pas le droit de faire du droit. Donc, il faut que ce soit prévu de la société de l'autre. Eh bien, c'est prévu en effet. Et là, j'ai une copie du Code noir. Et donc, c'est quoi une société? C'est quoi c'est quoi cette organisation-là? Nous l'avons dit comment. Elle vise en fait à créer des conditions de sécurité, d'épanouissement de ceux qui en sont le fondement, sa finalité. Mais si vous n'avez pas de société, si l'autre société dit que vous n'avez pas de société, qui prend en charge en fait votre sécurité? Qui vous entretient? Eh bien, le colon, de manière tout à fait cohérente, le législateur français, de manière tout à fait cohérente, a prévu ça, je cite, l'article 26 du Code droit. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présentes, pourront en donner avis à notre procureur et mettre leur mémoire entre ses mains, sur lesquels, et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves. Donc, j'ai saisi la barbarie, en fait, est limitée en fait, à donner à boire et à manger à vêtir l'animal. C'est ça la barbarie. Ce n'est pas le système, en fait, qui dénie notre humanité, mais c'est... Voilà. Vous avez bien compris qu'en fait, qu'il faut que cet animal, cet homme-chose, cette chose vivante, destinée à travailler, puisse en fait se sustenter, etc. Bref, en fait, le minimum, quoi. Le bœuf, vous l'avez, mais c'est pas le voisin qui va s'en occuper pour vous. Hein. Donc, il faut lui donner à manger, à boire. S'il s'habille, donner lui des vêtements. Et donc, les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leur maître, selon que nous l'avons ordonné par ses présentes, pourront se donner avis à notre procureur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait que dans la société coloniale, la société esclavagiste, nous n'avons pas la responsabilité de nous nourrir
nourrir. Ce n'est pas nous qui avons la responsabilité de créer des conditions pour nous nourrir. Et donc, lorsqu'on est priorisé, c'est-à-dire que lorsqu'on participe à ça, on dit qu'est-ce qu'on fait? On réclame. On réclame en fait du maître qu'il crée les conditions pour que je puisse en fait me nourrir, qu'il baisse les prix par exemple. Il faut comprendre en fait ce phénomène. Mais pour pouvoir aller dans ce sens, il faut nécessairement ne pas concevoir qu'on est une société. Et donc, par conséquent, partager la vision de l'homme-chose. Et ça me permet d'introduire en fait ce que j'appelle la responsabilité anthropologique de l'être humain. La responsabilité anthropologique de l'être humain. Naturellement, l'être humain naît, enfant, bébé, enfant, et sa responsabilité anthropologique, c'est tout spontanément d'attendre en fait que les adultes donnent à manger, à boire, etc. Parce que c'est pas lui en fait qui s'en charge. Nous le savons naturellement. Mais en grandissant, il y a en fait sa fonction tout à fait naturelle, qui est la fonction de l'adulte. C'est à lui maintenant de prendre en charge en fait sa nourriture, ses vêtements, s'entretenir. C'est à lui. Donc la responsabilité anthropologique de l'être humain, c'est à un moment donné d'être adulte et de se comporter en adulte. Alors que, en fait, l'ordre colonial, l'ordre esclavagiste, avait à ce que jamais, juridiquement parlant, j'entends, nous le soyons, nous n'avons pas exploré ça. Nous n'avons pas entré dans cette expérience-là, il s'en occupe. C'est le tribunal, il va s'en occuper, va s'occuper de. Il y a des juges, allez, faites, c'est eux qui s'occupent de ça. C'est pas vous n'avez pas à vous occuper de ça. Mais c'est logique. Parce que si vous voulez rentrer dans cette expérience-là, ça ne peut pas être dans la société de l'autre, la société de l'humanité. Ça n'a pas de sens. Vous ne serez jamais responsable dans une société qui vous interdit cette responsabilité. Vous n'êtes jamais responsable, vous ne serez jamais adulte. C'est-à-dire rentrer dans la pratique de l'adulte. Vous êtes conditionnés à être des consommateurs, des travailleurs consommateurs. Donnez-leur en fait du pain et du vin, du pain et des jeux. Et ils s'en contenteront. C'est ça, en fait, ce conditionnement, cette colonisation. Défendre le confort de l'être humain, non point défendre l'être humain. Et c'est dans ça que, dans une grande ambiguïté, nous sommes versés d'une manière générale. Mais cette communication vise, en fait, à ce que nous soyons plus clairs avec nous-mêmes. Et c'est ça, être alphabète. Être alphabète, c'est pas simplement lire, hein, c'est comprendre. Hein, c'est comprendre ce qu'on dit. Et nous sommes des inalphabètes. Ils nous ont fait des inalphabètes, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne savons pas lire, nous ne comprenons pas. Mais on devient alphabète seulement dans notre matrice, dans notre société. Dans notre société, on n'est pas des affranchis. Dans notre société, on n'est pas des esclaves. Et d'ailleurs, je me permets, en fait, parce que je vais vous lire un auteur, en fait, qui, en fait, je retrouve ça, et qui nous dit, et qui, en fait,
le citer. Je vais le faire un peu plus tard, parce que ça semble vouloir échapper. C'est. Je pense que je vais retrouver ça. Ah, d'accord. Oui, désolé, je vais le retrouver là. Voilà. C'est bien. Regardez en fait un historien qui a été, qui avec rigueur, et qui nous dit ceci. C'est l'auteur s'appelle Albani Durand, c'est un ouvrage en fait intitulé L'esclave avait-il donc une âme? Était-il cet homme à qui on dépose en fait? Vous voyez, ça fait barrage en fait, cet esclave-là. Cet esclave en fait fait barrage entre l'être humain, etc. Parce que cette identité n'est pas humaine. Et donc cet être humain, cet homme ou cette femme, est-ce un être qui a une âme? Sa définition donne âme, mais ça veut dire en fait, on parle de son humanité, ça renvoie à l'humanité. Est-ce que c'est un être humain? Religieusement ou spirituellement dit. Eh bien, voilà ce qu'il dit. Donc l'esclave avait-il donc une âme? La fête servile à la Martinique dans la première moitié du 19e siècle. La fête servile, ça veut dire que la fête de nos ancêtres esclavagés. Et voilà la signification de la fête. Et qui révèle en fait l'extériorisation de leur intériorité. Et donc la manifestation de la conscience collective, cette fête, elle n'est pas faite par un seul être humain, mais ils sont plusieurs. Et voilà en fait ce que Durand nous dit. L'administration, c'est esclavagiste, souvent invite le clergé à redoubler d'efforts en matière d'éducation. Cette politique de vigilance doit assurer à la population servile une conduite et des pratiques conformes aux exigences de la civilisation européenne. L'implication de quelques blancs aux côtés des esclaves dans l'organisation des festivités aurait pu être à terme l'amorce d'un rapprochement des classes constituant la société coloniale. Mais les lectures qu'elle se faisait de la fête, la fête était diamétralement opposée. Elle n'y voyait pas que récréation et divertissement. Les esclaves la considéraient comme un instrument de recentrage culturel et religieux. Recentrage, pas peu de film. Voilà la pratique de nos ancêtres. C'est pas à nous, générations d'âge, il y a peut-être fil nous quand même. Le recentrage culturel et religieux. Une discipline chargée de galvaniser les énergies dans la résistance à l'oppression du système. C'est la perception des Noirs. Et puis, pour les Blancs, la fête ne pouvait être qu'un moyen de métier, de la paix sociale et de hiérarchisation de la société. Un moyen qu'il fallait contrôler, orienter, en accentuant sa priorisation. Donc les choses sont claires. Je ne veux pas poursuivre, il y a beaucoup de choses à dire, mais il me semble en fait avoir dit l'essentiel. Et je terminerai en disant que faut faire très attention à ce que les Occidentaux nous présentent comme étant la science. Nous avons vu comment, par exemple, en fait, ils ont travesti cette science à travers le Covid. Ce sont des grands scientifiques qui sont venus avec des nomenclatures, etc. Bien, lorsque on est un peu trop créolisé, et on fait beaucoup trop de cas de la nomenclature en matière en fait de scientificité venant du colon. Il faut faire très attention à ça. Parce que toute sa science, en fait, n'est rien d'autre en fait que le prolongement, la manifestation de l'intériorité du colon. Alors imaginez, en fait, à quoi elle sert. Comprenez ses effets sur la nature, sur les humains, etc. La science, de notre côté, la science dans notre société, la société dont nous sommes,
C'est celle, en fait, qui permet de toujours être en phase avec ce qui est véritablement. Et là, en l'occurrence, ce fait social que constitue notre société. Nous nous opposons de manière systématique à tous ceux, à toutes celles qui, pour des pseudo-raisons scientifiques, voudraient nier notre humanité, c'est-à-dire nier l'existence de notre société.